J'ai vu d'autres Guinéens oser appliquer. Parce qu'il faut déjà qu'on se dise, pour moi, la philosophie, elle est simple. Je ne vais pas limiter mon potentiel. Je laisserai les autres me dire non. Mais je ne vais pas filtrer dès le départ. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver dans le podcast On Stidou, le podcast où nous déconstruisons les stéréotypes, où nous allons au fond des choses et où nous donnons la parole à celles et ceux qui pensent, agissent et construisent. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation importante, une conversation nécessaire, une conversation sur la Guinée, son avenir, son immense potentiel, mais surtout sur ce moment décisif où les idées doivent devenir des actes. Nous entendons souvent parler de transformation, nous entendons parler de développement, de ressources, d'opportunités, de jeunesse, de vision de projets structurants. Mais entre les ambitions affichées et ce que les populations ressentent réellement dans leur quotidien, il y a une étape essentielle, souvent la plus difficile, voire la plus déterminante, l'exécution. Comment bâtit-on un pays de manière sérieuse, durable et inclusive? Comment transforme-t-on une vision en réalité? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Comment bâtir une Guinée forte, durable et inclusive? Et pour en parler, nous recevons une femme dont le parcours force le respect, une femme de vision, de méthode, mais aussi de devoir. Une femme qui a grandi en Guinée, s'est formée à l'international, au Canada, puis aux États-Unis, plus précisément à l'université de Harvard, avant de construire un parcours de haut niveau dans des environnements stratégiques exigeants. Mais surtout, une femme qui a fait le choix de revenir servir son pays à un moment charnière de son histoire. Aujourd'hui, elle contribue à la structuration et au pilotage de priorités stratégiques au sein de la présidence, avec un rôle clé dans la coordination et le suivi du programme Simandou 2040. Bonjour Maïmouna. Bonjour Diaka. Bienvenue dans On se dit tout. Merci beaucoup. Maïmouna, quand on regarde votre parcours inspirant, on voit une femme qui a fait son chemin, qui s'est bâtie une carrière étape par étape. Aujourd'hui, vous occupez des fonctions stratégiques au plus haut niveau de l'État, avec plus de 15 ans d'expérience à l'international. Mais au-delà du CV, au-delà des diplômes, au-delà des responsabilités, qui est Maïmouna Diarabi? C'est une grande question. Merci beaucoup. Écoutez, Maïmouna Diakabi, c'est simplement je dis souvent en rigolant, une fille de Lambagne. Je suis née, j'ai grandi à Conakry, d'une famille très large, une famille qui a toujours contribué à l'indépendance et à la souveraineté de la Guinée. Dans la famille, on parle très souvent de notre grand-père, Bemba Diakabi, qui était l'un des compagnons de l'indépendance et qui a réellement inculqué cette vision d'une Guinée souveraine, forte, de ses fils et de ses filles, à toute la famille, de toute la communauté. Donc, c'est réellement pas un hasard aujourd'hui. C'est dans le sens. C'est ce qu'on dit un petit peu. Je ne suis pas la seule. Dans la famille, on le partage réellement tous, cette ambition. Donc, vraiment une fille de la Guinée. J'ai grandi ici. Mais toujours, ceux qui me connaissent le diront, j'avais toujours un regard vers... tout d'abord, l'Afrique et le panafricanisme. Alors, j'étais convaincue, je disais souvent aux gens, je suis africaine avant d'être guinéenne, toute jeune. Absolument. Parce qu'en fait, ce que j'essayais de communiquer à ce moment-là, c'est que nous avons une histoire commune, nous avons un parcours commun et des défis communs. Et les mêmes problèmes, absolument. Mêmes problèmes avec plusieurs pays. Et je ressentais vraiment cette envie de valoriser ce que nous sommes en tant que communauté africaine et plus spécifiquement ce que nous sommes en tant que Guinéens. Donc très très jeune, j'avais cette envie-là d'apprendre, d'avoir les outils nécessaires pour participer à ce développement, à ce chemin vers
vers la croissance. Et donc, j'ai grandi en Guinée, puis j'ai eu l'opportunité, que beaucoup n'ont pas honnêtement, d'aller me former à l'étranger, d'aller me former d'abord au Canada, très jeune, je dirais à 17 ans, mais c'est pas nouveau. Hein. On a quand même des jeunes ici qui partent, malheureusement, qui doivent quitter le pays pour aller se former ailleurs, très très jeunes, sans forcément une famille autour pour nous cadrer, pour nous aider. Alors ça te forge ou ça te détruit. C'est l'un ou l'autre. J'ai eu la chance d'être forgée par cette expérience, donc au Canada, dans le grand froid montréalais. Et où justement, donc j'ai fait des études en économie-finance, comme beaucoup de Guinéens. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en finance. Et pour moi, la finance, à un moment donné, il y avait quelque chose qui manquait. Et pour moi, très vite, je me disais, comment je contribue à l'Afrique ? Je suis à Montréal, j'ai maintenant une vie et un chemin confortable, mais comment j'arrive à avoir un impact sur le continent africain ? Et même avant de commencer à travailler, quand j'étais à l'université, j'avais cette envie et j'ai créé une ONG qu'on appelle Africa Wali. Moi, la mienne, c'était Better Guinea for All. Oh, d'accord, c'est ça. Parce qu'on est là-bas et on a cette envie. Et on se rend compte aussi du privilège qu'on a d'être là-bas. C'est absolument important ce que tu as dit, absolument. Et là, pour moi, je me souviens, c'était il y avait une crise alimentaire en Afrique de l'Ouest parce que les prix avaient augmenté, des gens avaient du mal à se trouver du riz, du blé. Et à ce moment-là, avec quelques jeunes Africains, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, et là, donc on a créé une ONG qui s'appelle Africa Wali. Et pour nous, l'objectif est comment on peut aider les Africains à se prendre en main. C'est-à-dire que, en fait, moi, je voyais cette crise et je voyais les tonnes et les tonnes de riz, de dons qui étaient envoyés en Afrique de l'Ouest. Et pour moi, c'était un petit peu insultant. Je disais, mais comment on peut sortir de ce cercle vicieux de dons ? Absolument. Et de tendre la main. On dit que c'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson. Absolument. Et donc, on a créé Africa Wali qui s'est donc spécialisé dans l'éducation, mettre en place des structures éducatives pour aider des communautés rurales défavorisées en Afrique. Donc, dans ce cadre-là, on a eu à construire des écoles au Mali, notamment. On a eu à offrir une formation à 100 femmes violées dans le Kivu, en RDC. Donc, leur apprendre un métier pour qu'elles puissent se prendre en charge. Donc, des initiatives éducatives. Tout ça étant universitaire. C'est ça. Wow. C'est ça. Et ça continuait après l'université. C'était mon deuxième shift, comme je l'appelais. Donc, après l'université, en travaillant le matin, le soir, ou les week-ends, on travaillait là-dessus. Mais pour revenir à l'histoire de base, donc pour moi, mon métier du jour ne m'apportait pas cet élément-là. Et je me disais, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et j'ai cru au départ que c'était cette exposition à l'Afrique qui me manquait. Et c'était très vrai. Mais, et donc, je suis allée rejoindre Rio Tinto, qui ne se présente pas en Guinée. Absolument. Parce que pour moi, l'objectif, c'était, je suis à Montréal, je travaille pour Rio. Donc, j'aurais l'opportunité de travailler sur des actifs en Afrique. Donc, c'était vraiment ça, le mindset. Le mindset. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et très vite, j'ai ressenti ce besoin de pousser ma formation un peu plus loin. Donc, je suis allée faire mon MBA à Harvard. À Harvard. Wow. Oui, c'est ça, en 2014. Donc, j'ai déménagé aux États-Unis. Mais au fait, je veux juste marquer une petite pause parce que c'est important. Parce que je dis toujours que nous devons valoriser nos modèles de réussite, nos success stories. Je veux juste faire le pont de Lambangui à Harvard. Pour toutes les petites filles qui sont assises aujourd'hui, qui te regardent, c'est pas impossible. Non. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Absolument. Donc oui, allez-y. Non, c'est absolument pas impossible. Je me souviens d'une conversation quand je préparais mes applications pour Harvard. Quelqu'un a vu, me dit, tu appliques où pour ton MBA? Je lui dis Harvard, j'ai mentionné Columbia et Stanford. Elle me dit,
Ok, Wow. c'est bien, tant mieux pour toi. Genre, tu vises trop haut, quoi. Mais vraiment, parce qu'il me dit, what's your safe school? Quel est ton Backup au cas où Voilà, au tu cas n'arrives où. pas à rentrer dans les Ivy League, Exactement. les universités C'est prestigieuses. ça. Et je lui ai dit, bah, pour l'instant, j'en ai pas parce que these are the ones I want. Exactement, c'était ton focus. Exact. Et parce que, mais c'est surtout parce que souvent, nous n'avons pas de modèle moi, je ne connaissais personne qui avait fait un Harvard. MBA à Harvard. Absolument. Je n'en connaissais pas. Et d'ailleurs, même pendant l'application, j'avais envie de poser des questions. Mais c'était vraiment... J'étais juste poussée par mon ambition et par cette volonté de faire plus. Et why not me? Pourquoi pas moi? Donc, et j'ai donc eu la chance d'intégrer... Et dis-moi, tu es retournée chez la personne qui doutait. J'ai pas eu besoin de retourner. Tu as raison, that's a little bit petty. Exact. De toute façon, la personne sachera tôt ou tard. C'est ça, ben, elle a su et je n'en veux pas à la personne parce que tout est une question d'exposition. Cette personne non plus n'avait pas vu quelqu'un qui était allé à Harvard. So pour cette personne, c'était... OK, you're a dreamer, tu rêves. Et si j'arrive déjà à changer ce narratif, et je l'ai vu changer, même dans la communauté que je fréquentais à Montréal, ou même les Guinéens qui me connaissent, j'ai vu d'autres femmes oser appliquer. J'ai vu d'autres Guinéens oser appliquer. Parce qu'il faut déjà qu'on se dise, pour moi, la philosophie, elle est simple. Je ne vais pas limiter mon potentiel, je laisserai les autres me dire non. Mais je ne vais pas filtrer dès le départ. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance d'aller intégrer cette école prestigieuse qui, honnêtement, ce qu'elle fait réellement, c'est ouvrir un réseau extraordinaire. C'est ce que j'allais dire. Le réseau de Harvard en réalité est l'un des plus puissants au monde. C'est ça. Absolument. Et l'université, en tout cas la formation, t'expose à des choses que tu ne voyais ou ne réalisais pas. Ça te pousse vraiment à grandir, à te développer intellectuellement, mais aussi humainement. C'est vraiment une grande aventure humaine. Donc, je serais ravie d'en parler à toute jeune femme ou jeune homme, honnêtement, guinéen. Et justement, vous devriez passer dans les universités et partager cette expérience et partager ce parcours. Parce que c'est comme ça. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous n'en voulez pas à la personne qui a cru que vous rêviez trop. Parce que dans l'environnement dans lequel cette personne a évolué, c'est ça. On ne pense pas à Harvard, on ne pense pas à Yale. Donc c'est important que maintenant qu'on a eu une personne qui est partie dans cet environnement, qui est revenue, d'aller échanger et de partager cela avec toutes ces jeunes filles qui sont assises ici et qui se disent « Oh, wow, elle est partie à Harvard, aujourd'hui elle est devant nous, donc moi aussi je peux partir à Harvard. » Non, absolument. Donc, ouais. Non, l'occasion se trouvera sûrement, mais je pense que c'est important de voir plus de Guinéens oser briser ces barrières-là. Exactement. Parce que quand tu y es, tu réalises que y a beaucoup d'Africains, il y a des Nigériens, bon, ça se raconte pas, les Nigérians sont partout, mais il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, des Kenyans, mais des Guinéens, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc c'est vraiment, on a les talents nécessaires, Absolument. on a les compétences autour de nous. Il y a des gens qui sont très brillants, qui pourraient aller très très loin s'ils se donnaient les moyens de le faire. Absolument. Et si aussi l'entourage soutenait cette pression-là. Donc voilà, après ces 2 années à Harvard, j'ai intégré McKinsey. Donc c'est une firme de conseil qui essentiellement conseille les États et les entreprises à travers le monde. Donc j'ai fait 8 ans chez McKinsey. Je travaillais essentiellement dans le secteur minier et dans le secteur public. Mais vous avez commencé à travailler à quel âge? Je crois autour de 21-22 ans max. Wow. Oui, non, assez tôt, juste après ma licence. Et pour moi, c'était naturel. C'est-à-dire la prochaine étape, j'étais honnêtement très jeune. Quand je pense à certains choix de carrière que j'ai eu à faire à ce moment-là, il y a des choix qui auraient pu être différents, mais tout cela fait partie de l'apprentissage. C'est vraiment aller se former,
rater certains tournants si possible, mais vraiment garder cette résilience et se souvenir qu'une carrière, c'est long. Hein, c'est jusqu'à... Et ça se construit. Ça se construit, step by step. Step by step. Donc, étape par étape, c'est très important. Et honnêtement, passer par ces étapes qui sont... où tu te dis, ah non, je peux faire mieux que ça, mais il y a tout un apprentissage dans ces petites étapes-là, mais tu ne t'en rends compte que beaucoup plus tard. Moi, je me souviens quand j'étais chez McKinsey, il y a une des choses qui te permettent de réussir dans une firme aussi exigeante, c'est vraiment ta résilience et aussi ta créativité dans les solutions que tu apportes. Tu peux te retrouver au milieu du Brésil avec une équipe dans le secteur agricole et là, tu as tout préparé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois être ingénieux, tu dois être résilient, surtout tu es une francophone africaine au milieu d'un pays, d'une culture que tu connais pas. Comment tu rebondis rapidement? Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça s'apprend sur le tas. Dans l'expérience. Donc, et souvent, ce que je dis aux gens un peu plus jeunes que moi qui me demandent un conseil, don't skip the steps. En français, c'est vraiment ne saute aucune étape. Aucune étape. N'essaie pas d'aller plus vite que la musique. Parce que tu es où tu es pour une raison et il y a un apprentissage à ce niveau-là. Et puis, il n'y a pas de raccourci. Non. Parce que si tu prends les raccourcis, ça te rattrape devant. Ça te rattrape très vite. Absolument. Très vite. Donc oui, j'ai fait 8 ans chez McKinsey dans le secteur public et le secteur minier, qui n'était pas un hasard non plus, parce que je savais que tôt ou tard, j'allais rentrer en Guinée ou en Afrique, mais très sûrement en Guinée. Et je voulais m'exposer à des secteurs qui étaient pertinents pour le pays. Absolument. Donc pour moi, comprendre comment les grands groupes mondiaux réfléchissaient, planifiaient leurs grands projets miniers, c'était critique. Pour moi, comprendre comment un État se restructure, comment transformer un État, comment l'amener à une croissance durable, c'était très important. Sachant d'où je viens, c'était quelque chose... Parce que je ne voulais pas rentrer en Guinée pour improviser, honnêtement. Pour moi, c'est... le pays mérite que ses fils et ses filles se donnent à fond et se donnent les meilleurs moyens de le faire. Et viennent avec un plan. Un bien plan précis. Un objectif. Un objectif. Et pour moi, très vite, progressivement, à un moment donné, quand tu fais 8 ans quelque part, tu as une expertise. Tu as une expertise. C'est vrai. Et tu le sais parce que des clients comme des CEO mondiaux te font confiance. Donc, tu sais que, OK, j'ai quelque chose à apporter. Peut-être qu'il est temps de penser à un retour. Peut-être... En fait, tu es présenté face à un choix. Tu dois faire le choix de soit de continuer sur cette voie qui peut être royale, hein, mais c'est une autre vie que tu as dans un pays qui n'est pas le tien. Les opportunités s'ouvrent, tu les vois, tu sais ce que tu peux devenir. Ou alors, c'est aussi le moment de revenir à ton plan de base, et parce que maintenant tu as les moyens. S'il s'agissait d'avoir les outils de faire une différence, maintenant tu as ces outils, il est peut-être temps de rentrer. Et donc, quel a été pour vous ce déclic, justement, là où vous avez compris que votre ambition devait être reliée à quelque chose de plus grand que votre réussite personnelle? Quel a été ce déclic pour vous? Pour moi, l'ambition liée à quelque chose de plus grand que moi, ça a toujours été le cas. En fait, ça a été la base de mon apprentissage et de mon expérience. Tout le monde qui me connaît, mon entourage fait souvent des blagues en disant « Maïmouna parle toujours de rentrer en Afrique, mais elle est encore là. » Aux États-Unis, ils en parlaient tout le temps, parce que j'en parlais tout le temps. Pour moi, il était clair et net que je devais travailler sur des choses qui faisaient une différence sur le continent africain. C'était absolument primordial. Parce que ça a été façonné aussi par l'héritage familial duquel vous venez. Exactement. Et souvent, l'environnement dans lequel j'ai eu à baigner, que ça soit Harvard ou McKinsey, souvent, les gens s'orientent plutôt vers des carrières où ils ont énormément d'argent, il n'y a rien de mal avec ça. Hein. Écoutez, c'est la base de tout. Choix. C'est un choix de vie, mais pour moi, c'était important de l'allier à l'impact. C'était important. Évidemment, il faut gagner sa vie, mais ça ne peut pas être juste ce qui me motive. Donc, pour moi, ça a toujours été la base. La grande question, c'est quel sera le bon moment, en fait. Voilà. Et comment on choisit ce bon moment? Parce que moi, je me dis toujours, il faut juste partir.
Oui. Parce que chaque fois que tu cherches le bon moment, on trouve toujours une excuse. Toujours. Ok, quand il y aura ça, ok, Toujours. quand je vais faire ça, ou bien j'attends ça. Toujours. Donc, pour vous, c'était quand le bon moment? Pour moi, le bon moment, c'est une combinaison de choses. La première était que je sentais que ma courbe d'apprentissage ralentissait. J'ai toujours été une éternelle curieuse qui voulait apprendre des choses. Et quand tu arrives à un niveau où ça, c'est profond. Tu n'apprends plus, c'est que tu n'es plus à la bonne place. Absolument. Il faut que... je veux dire, on est jeune. Si on arrête d'apprendre à notre âge, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est dommage, personnellement, parce qu'il faut grandir, il faut se découvrir. Et on apprend toute notre vie. Toute notre vie. Donc, je sentais cette envie de... Le mot en anglais, c'est stretch. C'est vraiment genre... être inconfortable. Voilà. C'est deux anglophones qui essaient de parler français. Hein. Voilà. Étendre tes horizons. Tes horizons, te mettre dans des situations inconfortables. Donc, je saturais un peu à ce niveau-là, au niveau de mon expérience au travail. C'est-à-dire que j'avais des mandats que j'avais déjà vus. Et du coup, le travail était beaucoup plus facile. Et puis, et après, l'ennui se crée. C'est ça. Parce que tu te dis que tu es arrivé à tes limites. Et donc, la créativité aussi meurt petit à petit. Absolument. Et donc ça, c'est un pour moi. Deuxièmement, j'avais envie, je voyais des choses qui se passaient en Guinée et en Afrique en général. Je sentais un nouveau souffle, en tout cas chez nous, économiquement. C'est-à-dire que on entendait déjà, je suis sûre qu'on va en parler, beaucoup parler de Simandou en Guinée. Absolument. Mais au-delà, il y avait vraiment un mouvement sur le continent où il y avait cette prise de conscience de on peut avoir mieux et on a les compétences pour avoir quelque chose de meilleur. Et surtout, je veux juste interjecter ça, pour moi, c'était vraiment... cette espèce de révolution là où on va finalement donner aux jeunes leur place. Absolument. Tu vois un peu, parce qu'on a tantôt, quand vous l'avez si bien dit, vous avez dit que il y a cette componente qu'on a chez nous en Afrique, ce côté social et aussi nos valeurs et nos mœurs qui font que les aînés connaissent tout, savent tout, sont omnipotents, omniscients et les jeunes sont toujours en dessous. Et donc, c'est difficile pour un jeune de prendre la parole devant son aîné. Et donc, on a vu ça et on voit ça souvent sur le continent africain. C'est que on a tendance aussi à allier expérience à l'âge. On se dit, parce qu'ils sont là, ça fait tellement longtemps. Certes, c'est vrai, ils ont une expérience et qui a de la valeur. Mais c'est important aussi de passer cette expérience à la nouvelle génération. Et sur le continent. Et prenons la Guinée, on a d'énormes talents. Te voici ici, qui ont une certaine expérience aujourd'hui, qui peut faire bouger le pays. Absolument. Donc, on a vu cette révolution un peu, ce changement de prisme, si tu veux. Absolument. Voilà. Non. Et ça, c'est, je pense que ça s'est déjà opéré dans d'autres pays, beaucoup plus tôt que chez nous. Évidemment, nos valeurs sont importantes, elles sont critiques. Mais avoir ce changement où on se dit, OK, la jeunesse a l'énergie. Il faut de l'énergie, hein, Maïmouna. Le développement, c'est pas un sprint, mais c'est un long marathon. Il faut de l'énergie. La jeunesse a cette énergie. La jeunesse d'aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui est plus connectée à la réalité et en phase avec tout ce qui est technologie et innovation. Donc, il y a de la place à faire à cette jeunesse-là. L'expérience, l'âge et l'expérience apportent des leçons inestimables que la jeunesse n'a pas tout le temps, il faut le dire. Mais avoir cette cohabitation-là est nécessaire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de passer le bâton beaucoup plus tard. Exactement. Il s'agit de le passer maintenant pour qu'on s'inspire de nos aînés, mais qu'on apporte l'énergie et les nouvelles technologies et tendances que nous connaissons ici en Guinée. Donc pour moi, il y avait tout ça qui créait vraiment un momentum, en fait, pour moi, où j'avais réellement commencé à penser à revenir. En fait, je l'ai dit à ma firme. J'ai dit, écoutez, il est temps, je peux toujours revenir. Ce qui est bien dans ce genre de firme, c'est que quand tu performes bien, ils veulent toujours que tu reviennes. En fait, d'ailleurs, bien au contraire, il y en a beaucoup qui étaient très heureux que j'aille en Guinée, parce qu'ils se disaient, c'est une expérience dont on a besoin. C'est vrai, tu leur apporteras quelque chose si jamais tu décides de revenir.
il y a toujours ça, mais j'ai commencé à dire, il est temps pour moi d'explorer what's next, qu'est-ce qui pourrait arriver, la prochaine étape pour moi. Donc, il n'y a pas eu un moment de aha, je dirais, c'est plus... J'y vais. Il y a eu un momentum qui s'est créé petit à petit et il était temps pour moi en plus j'ai ma famille ici, donc c'est la maison en fait. Exact. Et il est temps de retourner on dit on retourne pas chez soi. C'est ça. Mais ça c'est exactement. C'est ça. Et donc ça s'est passé en quelle année? Ça va faire 1 an dans quelques semaines. Et donc félicitations d'abord pour ça parce que c'est, et je dis souvent ça aux gens, nous ne sommes pas rentrés parce que ça n'a pas marché de l'autre côté. Nous sommes rentrés parce que c'est chez nous. C'est ça. Et nous sommes rentrés pour apporter quelque chose au développement de notre pays. Et on admire souvent les parcours d'excellence, mais on parle rarement de ce qu'ils exigent en eux-mêmes. Qu'est-ce que l'exigence vous a appris sur vous-même? C'est une grande question, c'est une bonne question. Pour moi, l'exigence, les très hauts standards m'ont appris que on n'a pas toutes les réponses immédiatement, mais ça se construit. Je ne suis pas arrivée à mon niveau de performance aujourd'hui du jour au lendemain. Je ne suis pas née avec. Et c'est important de le souligner. Je ne suis pas née avec. Ça a pris des années et des années de mise en contexte dans des environnements ultra compétitifs, dans des environnements où tu nages ou tu te noies en fait. Parce que toi, vous avez évolué dans des environnements là où vous étiez jeune et femme, il y a déjà cet aspect, et africaine. et noire. C'est ça. Donc, il y a plein de facteurs. Et je dis souvent, jeune femme africaine noire, parce que ce sont 2 choses différentes. Absolument, oui. C'est pour ça que j'ai tenu à le préciser. Francophone et musulmane. Et musulmane, voilà, exactement, donc, absolument. Donc, il y a, j'ai beaucoup d'anecdotes pendant le mois de Ramadan, là-bas, enfin bref. Donc, en fait, c'est des environnements où tu es, comme les Américains utilisent le terme alien. Où tu es vraiment extraterrestre dans tous les sens de la chose, en fait. Et ça te force à voir ta différence comme... Pour moi, je l'ai totalement vue comme une grande force, personnellement. En fait, je la montrais à tout moment, quand je pouvais. Il y a eu des moments où je suis rentrée dans des boardrooms avec de longues tresses, avec des couleurs. Et, honnêtement, parce que de toute façon, on te remarque. Ouais, donc, il faut l'assumer, il faut le prendre en compte. Et je ne voyais ma différence que quand je remarquais le regard des autres. Je ne rentrais pas dans une salle en me disant « Oh, je suis noire, jeune femme, là. Mais les autres le communiquent. Donc, c'est à toi de le recevoir et d'en faire ce que tu veux. Et moi, je n'ai jamais eu de complexe par rapport à ça, personnellement. C'est important. Et donc, pour moi, ces environnements-là nous apprennent à évoluer avec un niveau de performance extraordinaire, mais encore plus important, une résilience et une capacité à s'adapter à toute chose, honnêtement. En fait, aujourd'hui, je peux dire en toute humilité que on me lance dans un environnement que je ne connais pas, je saurais me débrouiller. Parce qu'en fait, c'est ce muscle-là que tu développes. Comment tu peux survivre dans des environnements complètement différents, avec des contextes qui peuvent ne pas être tout le temps bienveillants. Absolument. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai appris. Et y a-t-il une expérience ou même une épreuve qui a profondément changé votre manière de voir l'impact et la responsabilité? Y a-t-il quelque chose? Oui, il y en a plusieurs, mais peut-être dans ce contexte-ci, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du conseil, je vais juste peut-être donner une phrase, comment ça fonctionne. Oui. Comment je l'explique même à ma famille, parce que parfois, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est important. Tu es partie jusqu'à Harvard, tu es revenue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What's your job?
Donc, en gros, le monde du conseil, c'est une entreprise. On va prendre un exemple. McDonald's, je l'utilise toujours comme exemple. McDonald's veut entrer dans un nouveau pays, veut entrer en Guinée. Ils ne sont pas en Guinée. Donc, ils nous recrutent pour les aider à évaluer la pertinence d'arriver dans le marché guinéen. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pertinent? Et deuxièmement, si oui, comment le faire? En fait, et la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ils ne le feraient pas eux-mêmes? Mais en général, c'est que dans ces firmes-là, il y a des gens qui ont amassé une expérience extraordinaire à travers différentes compagnies, notamment des concurrents de McDonald's, notamment des compagnies dans d'autres secteurs, qui peuvent très rapidement mettre en place une stratégie pour toi et te permettre de la mettre en œuvre. Ça, c'est un exemple de ce que j'ai eu à faire. Un autre exemple, c'est un État qui est en faillite, et il y en a plusieurs dans le monde, et qui veut se restructurer et croître rapidement. Mais ils n'ont pas de plan. Comment le faire? Comment mettre ça en place? Donc, on arrive avec une équipe de chez McKinsey ou d'autres firmes similaires. On établit une stratégie. On les aide à la mettre en place dans tous les secteurs de leur organisation. Donc, ce que ça t'apprend, c'est que tu arrives et très vite, tu as des exigences de résultats très rapides. Parce qu'ils sont pressés. Ils sont très pressés. Ils payent cher, donc... Donc, une de ces expériences-là m'a énormément marquée parce que c'était une entreprise qui faisait les nouvelles dans le monde, qui était en très, très mauvaise posture. Et ils nous ont amenés, honnêtement, pour les aider à augmenter leurs revenus ou leur profit de X%. Donc, c'était un objectif très froid, honnêtement. Mais c'était des chiffres sur du papier, alors qu'il y a une dimension humaine très réelle derrière. Absolument. Parce qu'augmenter des profits, ça nécessite de couper des emplois, de fermer des usines, ainsi de suite. Et pour moi, cette expérience m'a marquée à vie, en fait, parce que j'arrive... Et j'étais une junior, j'arrivais sur l'équipe. Pour moi, c'était un exercice intellectuel. Et ça a été difficile de savoir qu'il y a des familles qui allaient perdre leur source de revenus. Exact. Et ça m'a marqué parce qu'un jour, on allait vers l'aéroport et on s'est arrêté. Près d'une des usines de l'entreprise. Et je suis rentrée dans la salle de café et il y avait les employés qui arrivaient, qui étaient très sympathiques, qui offraient... Et ça, c'est des vies humaines, des familles, des nanas. Et ça, ce jour-là, je n'ai pas pu dormir, en fait. Parce que vous êtes rendu compte que ces gens-là allaient perdre leur boulot. Moi, en fait, surtout, parce que moi, tu sais, tu vas à l'université, on te donne des théories, ainsi de suite, tu ne les vois pas appliquées. Ça, c'est la pratique Là, c'était la pratique et j'étais très jeune. J'étais très, très jeune. Et pour moi, cette expérience a absolument... En fait, c'était un wake-up call. La pauvreté, elle n'existe pas juste en Afrique. L'impact humain de nos actions, elles ont des conséquences extraordinaires sur des vies à tout niveau. Et c'était un rappel pour la jeune, ambitieuse Maïmouna que j'étais. Et c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et c'est quelque chose que j'applique au jour le jour. C'est ce que j'allais dire. Je dis, c'est des expériences comme ça nous marquent. Et dans tout ce qu'on fait, on garde toujours ça. Absolument. Parce que toutes nos décisions ont un effet sur quelqu'un. Peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion de voir. Absolument. Exactement. Absolument. Donc, vous êtes revenu en 2025, mais revenir, ce n'est pas seulement rentrer. C'est aussi accepter de se confronter à des réalités qui sont parfois très, très complexes. Pour tous qui ont effectué ce retour, nous avons, comme on dit, nous avons nos blessures du combat. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre retour? C'est une grande question. Écoutez, mon retour s'est effectué à peu près, à un peu moins de 20 ans après mon départ. En fait, je venais souvent en vacances. En vacances, oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même non. chose. C'est deux choses complètement différentes. Mais j'étais là chaque année. J'étais là au moins pour 2 semaines, parfois pour 2 mois. Mais en fait, le départ et vivre à l'étranger, ça nous coupe de la culture locale. Oui. En fait, on est complètement déconnecté. Déraciné. Déraciné, c'est le mot, mais c'est dommage, c'est triste de l'admettre, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. Et je me suis retrouvée en Guinée
je n'avais plus les codes, j'ai envie de dire. Je les connaissais, j'ai grandi ici, ma famille est ici, je rentrais souvent. Je les connaissais, mais avoir à les vivre au jour le jour, c'est deux choses différentes. On le voit au niveau de la famille, mais on le voit aussi au niveau du travail. Donc, il y a des petits codes que je n'ai plus, des réflexes que je n'ai plus. Comme quoi? Qu'est-ce qui était le plus choquant? Bah, je le dis parce qu'on en rigole beaucoup en famille, c'est que, par exemple, le week-end social. Exactement. Les affaires sociales. Les affaires sociales. Exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de cousines, d'amis qui m'en ont voulu pour le fait de ne pas toujours là pour les affaires sociales. Et aujourd'hui, je dis, est-ce que vous savez que moi-même, les week-ends, je travaille? Mais c'est des fois, il y a des week-ends. C'est-à-dire, rares sont les week-ends que je travaille pas. Et c'est ça, je profite, je dis, oh mon Dieu, donc, ouais. Non, et c'est très vrai. Et je le comprends, hein, honnêtement, parce qu'il y a des gens qui le prennent très mal. Hein, et je comprends d'où ça vient. Mais il faut aussi comprendre que la personne qui arrive a perdu ses habitudes pendant des décennies, en fait. Et on essaie de se remettre dans le bain, mais ça prend une énergie incroyable, mentalement même. Donc ça, c'est des choses qui sont encore un peu plus difficiles pour moi, honnêtement. C'est le temps. C'est le fait qu'on a du mal à respecter le temps. J'y arrive. Ça, c'est... Écoutez, moi, je fonctionnais ailleurs avec mon calendrier Outlook. C'est-à-dire, à chaque 15, 20, 30 minutes, je sais ce que je fais. Et du coup, respecter ces échéances, c'est critique parce que sinon, je rate le prochain rendez-vous. Et aujourd'hui, il y a une relation au temps qui est un peu plus fluide, on va dire. Donc ici, les gens sont un peu moins pressés. Le temps est indicatif, en fait, vers 15 heures. Donc, et ça peut commencer beaucoup plus tard. Donc ça aussi, c'est difficile pour quelqu'un qui vient d'une société un peu plus organisée, un peu plus rigide dans ces éléments-là. Et aussi, il faut le dire aussi, le rapport à la femme dans des postes de responsabilité. Ça, j'en viens absolument. Non seulement à la femme, mais une jeune femme. Oui, absolument. Il y a ça aussi. Donc, c'est deux casquettes, c'est femme et jeune, exactement. Et je le comprends, honnêtement. Je dis souvent je le comprends parce que j'essaie d'approcher les choses avec beaucoup d'empathie. C'est un peu ma formation professionnelle parce qu'on travaille beaucoup avec les gens, il faut les comprendre dans leur environnement. Mais je le conçois et je vois parfois... Parce qu'on est une société assez patriarcale où on n'a pas encore eu beaucoup de modèles féminins. Il y en a eu quelques-uns, mais on les célèbre justement parce qu'ils sont rares, ces modèles-là. Absolument. Donc, on n'est pas encore arrivé au point où c'est normal de voir une femme ou un homme à un certain rôle. Il y a pas, le genre ne détermine pas la compétence ou la pertinence à ce rôle-là. On n'y est pas encore ici. Et souvent... ça aussi, on le rencontre dans les interactions humaines, que ce soit au travail ou parfois même dans les cercles un peu plus personnels, je dirais. Et donc, parle-nous de ta nomination à un poste clé et stratégique, parce que là, tu travailles directement avec les plus hautes autorités de ce pays, y compris le président. D'abord, comment est-ce que cette nomination est arrivée? Et est-ce que vous avez pris du recul ou est-ce que vous avez dit, bon, ça c'est exactement ce que je cherchais, là je sais que je peux avoir. Parce que en vous écoutant, vous ramenez toujours l'impact, le côté humain de la chose et vraiment le côté durable de tous les actes que vous posez. Donc, on vous propose le poste. Quel a été votre, comme on dit en anglais, thought process, votre pensée et qu'est-ce qui vous a accepté à prendre un poste vraiment très, 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 très stratégique et très exigeant. Et je sais que vous êtes une habituée de travailler à des niveaux de haute responsabilité. Mais là, on parle de tout un pays. On parle de millions d'habitants. Et là, votre travail aura un impact direct sur ces vies. Oui, non, mais c'est très vrai ce que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez pris du recul? Il faut absolument en prendre. Parce que toute décision, surtout une décision aussi importante, nécessite réellement de
de prendre le temps de comprendre les tenants et aboutissants de cette décision-là sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle et sur le pays. Est-ce que je suis la bonne personne, en fait? Il faut aussi se poser ces questions-là. Oui. Parce qu'il y a des rôles qu'il ne faut pas juste prendre parce que c'est prestigieux, Parce que c'est un titre. C'est un titre. En tout cas, c'est ma philosophie personnelle. Absolument. Et je la partage. Parce que j'ai eu à dire à beaucoup de fois, chaque fois on m'a proposé que je dis non. C'est ça. Je me connais et c'est pour ça pourquoi je pose la question. Parce que moi, à mon niveau, c'est une grande responsabilité que je ne suis pas prête à assumer. Parce que, comme on dit, les choix et les actes qu'on pose affectent des millions de personnes. Donc, c'est pour ça que je la pose, au fait. Oui. Non. Donc, pour moi, le recul était nécessaire parce que déjà, c'est une très grande confiance de se voir proposer ce genre de responsabilité. Et même si j'ai eu à servir des chefs d'État dans ma carrière, j'ai eu à servir des CEO, des dirigeants d'entreprise, la dimension est différente. C'est chez moi. C'est mon personnel. C'est personnel. This is personal. C'est personnel. Yeah. De mauvaises décisions ont un impact très réel sur des gens que vous connaissez même. C'est ma vie, c'est votre famille, c'est ça, votre mes entourage. enfants, mes petits-enfants. Exactement. Donc la dimension était tout autre et il y a une certaine distance qu'on ne peut plus avoir par rapport aux décisions, aux conseils qu'on donne. Donc pour moi, la première question, c'est est-ce que je peux faire une différence? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire une différence? Et si la réponse est oui, est-ce que c'est le bon moment dans ma vie aujourd'hui? Et donc je suis passée par toutes ces questions-là parce que j'avais construit ma vie aux États-Unis. Donc, j'avais toute une vie déjà stable, mais il est vrai que mon ambition avait été de rentrer de toute façon. Donc, la question, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et je suis passée par cette réflexion-là. J'ai parlé à mes mentors, parce qu'il faut avoir des mentors. Dans toute carrière, il faut. C'est critique. La ministre Malala Kaba dit la même chose, qu'il faut toujours avoir des mentors. Absolument. Sinon, on est perdu. On ne sait pas tout, on n'est pas allé partout. Donc, avoir un conseil objectif de personnes qui comprennent notre cheminement et qui comprennent nos ambitions, c'est critique. Donc, j'ai pris le temps d'avoir ces conversations-là. J'ai aussi eu ces conversations avec mes futurs leaders aussi, pour m'assurer qu'on était aussi alignés sur la mission et sur ce qu'on attendait de moi. Et donc, après l'émotion initiale de quel honneur, quelle passion, je l'ai vraiment pris avec un peu plus de froideur, réfléchir à est-ce que c'est le bon moment. Et à ce moment-là, pour moi, il n'y avait pas... toutes les réponses étaient positives. Évidemment, il y a toujours des risques. Je n'ai pas vécu en Guinée. Il y a des éléments de l'économie guinéenne qu'il faudrait que je réapprenne. Maîtriser. Pour maîtriser, ainsi de suite. Mais je le sentais, mon intuition me disait que c'est la bonne prochaine étape pour moi. Et surtout, pour moi, il s'agissait moins de mon cheminement de carrière, mais est-ce que j'ai toujours voulu apporter quelque chose à la Guinée? Si on me donne l'opportunité et que je la rejette, il faudrait que ça soit pour une bonne raison. Et là, j'avais cette opportunité incroyable de pouvoir contribuer, donner ma petite expérience au pays et je l'ai saisie. Et voilà. Et aujourd'hui, vous travaillez en close proximité avec le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Comment décrirez-vous le président? Alors, oui, pour moi, c'est tout un honneur de travailler sous le leadership d'un homme fort, qui a une vision forte et aussi qui a un leadership très fort. Et pour moi, c'est pouvoir découvrir en un homme cette forte envie de développer son pays, cette forte envie de faire une différence. Qui ressemble à la tienne, je dirais. Exactement. Et pour moi, donc la question pour moi, est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a un leadership? Et c'est des choses que je retrouvais. Et que je retrouve aussi dans le cabinet gens qui travaillent. Parce que c'est une équipe. On travaille tous sous le leadership d'un homme fort qui a une certaine vision pour son pays. Mais c'est une équipe et il faut que cette équipe aussi partage cette même vision. Absolument. Pour que ça fonctionne. Et ça a été...
C'est intimidant, honnêtement, parce que c'est mon pays encore. Ça prend une dimension honnêtement différente quand tu es chez toi. Mais c'est aussi inspirant de voir au sommet cette volonté de faire les choses différemment. Alors, est-ce qu'on réussit à tous les coups? Personne n'est parfait. Il y a toujours des erreurs. Mais si à la base, l'ambition est réelle, l'ambition et la volonté est réelle, je pense qu'on veut se donner les moyens de réussir, je pense que ça fait toute la différence. Et pour moi, c'est ce genre de leadership que je cherche. Et on le voit, même en Afrique, c'est ce genre de leadership qui réussit. Absolument. Parce que un leadership fort, mais accompagné d'une vision. Parce que si on a un leadership fort sans vision... c'est autre chose. C'est un autre résultat. Donc, c'est ce que je pourrais dire sur la question. Voilà. Très bien. On parle beaucoup de Simandou. 2040, le programme Simandou. On parle de ce programme comme d'un projet structurant pour l'avenir de la Guinée. Pourtant, l'histoire nous a montré que la richesse naturelle ne garantit pas automatiquement le développement. On le voit dans beaucoup d'autres pays, et même dans notre pays, dans le passé. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est en train d'être fait différemment cette fois-ci pour que cette ambition qui est celle du chef de l'État, comme tu viens de le dire, se traduise par une prospérité partagée, durable et surtout, inclusive et concrète pour les Guinéens. Absolument. Écoutez, déjà, tout commence par une vision. Il faut savoir où est-ce que tu veux aller, dans tout plan. Maintenant, quand tu sais où tu veux aller, il faut que tu définisses un plan pour y arriver. Et c'est ce qui a été fait. À date, avec le programme Simandou 2040, où tu définis, OK, on a des ressources naturelles en Guinée, mais comment on peut s'assurer que ça mène à une richesse durable? Donc, je vais adresser le point de la croissance durable à ce niveau-là. Pour le faire, il faut définir une stratégie pour développer les autres secteurs de l'économie. La Guinée a été trop longtemps un pays minier. Encore aujourd'hui, si vous allez dans les capitales économiques du monde, quand on parle de Guinée, on parle du secteur minier. Alors que nous avons l'agriculture, nous avons la culture. On a tout. Nous avons... pour être simple. Absolument, c'est honnêtement. Et donc, comment s'assurer que nos richesses minières et naturelles puissent nous amener à développer les autres secteurs de la société. Et c'est ça, le programme Simandou 2040. C'est ces 5 piliers dont vous avez entendu parler que je pourrais vous épargner de présenter, mais ces 5 piliers-là... Qui touchent tous les aspects de la vie du Guinéen. La vie du Guinéen, right? Dans son quotidien. Dans son quotidien. Et qui aussi pousse notre gros potentiel, qui est réel, honnêtement. Quand on parle de notre potentiel agricole, absolument réel, notre potentiel éducatif, le talent est là, il a juste besoin du support et des opportunités. Ça, c'est vrai. On parle de nos opportunités d'infrastructure, de communication, tout est là. On n'a pas un pays extrêmement grand en superficie, donc en théorie on pourrait connecter le pays, et on a des régions relativement accessibles, donc ça c'est le pilier 3, et enfin pilier 4, comment on peut s'assurer d'avoir une économie saine, une inclusion financière qui permette aux gens de se développer, et enfin comment s'assurer que les Guinéens soient en santé, parce que tout ça ne sert à rien si au fond, il n'y a pas ce bien-être. Absolument. Vous pouvez développer tout ce que vous voulez, vous pouvez construire tout ce que... Mais si le Guinéen ne se sent pas bien, il n'y a pas ce bien-être, c'est qu'on est passé à côté de la plaque. C'est ça. Donc, on a une vision, on a un programme. Maintenant, des programmes, il y en a des millions. Exactement. Il y a des programmes qu'on peut faire aux 6 mois, à l'année, aux 5 ans, aux 20 ans. Mais des programmes sans exécution, ça reste un rêve. Parce que c'est ça. C'est ça. Le côté exécution, et on trouve toujours la coordination. C'est ça. Il y a l'alignement entre toutes les parties prenantes. C'est ça. Et lever de blocage. Il y a tellement de choses qui vont en marge de cette exécution. Comment justement vous arrivez à exécuter ce programme? On est au départ de l'exécution de ce programme-là. Il y a eu des projets qui ont déjà été réalisés dans le cadre du programme, notamment le projet Simandou, que toute la Guinée connaît. Il y a eu d'autres projets aussi qui font partie du programme. Le programme, c'est 122 méga-projets. Et comment les premiers projets ont été réalisés,
ça a pris un suivi extrêmement rigoureux, rapproché, une prise en compte des différentes parties prenantes et vraiment s'assurer qu'à chaque étape, nous ne ratons pas de jalons essentiels et nous ne prenons pas de raccourcis et qu'on reste inclusif, durable, ainsi de suite. Donc mais il faut aujourd'hui, maintenant, on parle de la mise en œuvre de 122 méga-projets. On ne parle plus de la mise en œuvre d'un ou deux projets. Et ça prend une machine d'exécution systématique à travers tous les niveaux du gouvernement. Pour que l'exécution soit réelle, il faut vraiment qu'il y ait cet écosystème Absolument. Qui est mis en place et qui fonctionne et avec toutes les parties prenante. Absolument. Et c'est ça le plus gros défi, honnêtement, chez nous. Je pense, et c'est similaire dans toutes les administrations, honnêtement, africaines. C'est avoir un écosystème qui débloque les défis, les retards rapidement pour qu'on se retrouve à exécuter des projets pas en 6 ans, ou 5 ans même, mais réellement en 18 mois et 2 ans. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, vous avez pu le voir, le programme a été promulgué. Il y a une loi sur le programme Simandou 2040 qui a été promulgué. Ça veut dire que maintenant, l'exécutif travaille à mettre en œuvre un programme officiel qui est le Simandou 2040. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'unité d'exécution, Delivery Unit, qui est en train d'être mise en place, qui va être un catalyseur de l'exécution. C'est-à-dire soutenir les ministères et l'appareil étatique dans la mise en œuvre de projets avec des gestionnaires de projets expérimentés. Ça, c'est 2. Vous avez entendu parler de la Guinea Development Board, right? Donc, qui a vocation d'être une entité de promotion du développement économique en Guinée, c'est-à-dire attirer les investisseurs privés, faire de la Guinée une destination touristique ou médicale ou éducative et promouvoir le contenu local. En fait, c'est tout un écosystème qui va faciliter la mise en œuvre du programme qu'on est en train de mettre en place. On est en train de travailler à la mise en place d'un fonds souverain. Donc, un fonds souverain qui nous permettra non seulement de stabiliser l'économie quand le cours des matières premières, dont nous dépendons encore beaucoup trop aujourd'hui, bouge, mais deuxièmement, le fonds souverain permettra d'investir, de co-investir et de rassurer les investisseurs étrangers dans des projets d'infrastructure et des projets structurants en Guinée. Donc, on est en train de vraiment mettre en place les outils qui vont, j'aime beaucoup le dire, forcer le développement. C'est-à-dire, même si on ne fait rien, le développement est en marche. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Parce qu'une fois que ça c'est fait, comme on dit, c'est les jalons. On ne peut plus aller en marche arrière. On peut peut-être ne pas avancer. C'est ça. Mais soit on reste là où on est, ou bien on bouge. On ne pourra même pas rester là. Idéalement, la machine est en train de nous pousser à avancer. Où on voit rapidement les blocages, ceux qui ne fonctionnent pas, et on peut agir dessus. Et l'exécutif à tous les niveaux, que ce soit ministre, premier ministre, chef de l'État, peut voir l'état d'avancement des projets et ceux qui bloquent s'ils n'avancent pas assez vite. Donc, voilà. Mais dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, j'aime beaucoup rappeler à tout le monde que Simandou 2040, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de l'État. À la différence des autres plans de développement que nous avons eus. Vous nous entendez souvent dire que 40% du programme sera financé par le secteur privé. Le secteur privé, c'est nous. C'est les PME guinéennes, c'est les entreprises guinéennes. Évidemment, ça va aussi être les entreprises étrangères, parce que pour avoir ce niveau de capital, il faut qu'on aille le chercher ailleurs. Mais il faut que la jeunesse, le tissu économique guinéen aussi se développe à travers le programme. Absolument. Il voit son affaire aussi. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme et de mindset qu'il faudra effectuer chez tout le monde. On peut tous réaliser le programme Simandou 2040. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et être une femme dans des espaces de stratégie, de gouvernance et de décision implique parfois que vous devez prouver davantage. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? À ce stade de votre carrière aujourd'hui, est-ce que parce que dans le passé cela a été votre expérience de par, comme vous l'avez dit tantôt, le fait que vous êtes noire, africaine, musulmane, jeune et femme, est-ce qu'aujourd'hui toujours vous devez toujours
prouver davantage parce que vous êtes une femme et vous êtes jeune, aujourd'hui dans le contexte dans lequel vous vous retrouvez? Oui, absolument. Je pense que de un, il y a cette jeunesse-là qu'on souligne. Après, il y a aussi l'aspect de femme. C'est-à-dire que notre société est ce qu'elle est, honnêtement. Je respecte nos valeurs et notre culture. Mais un des aspects, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de femmes à certains niveaux. Absolument. Ou alors, il y a beaucoup de connotations avec la présence des femmes à certains niveaux. Qui sont la plupart du temps négatives. Exactement, exactement. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qui existe, mais c'est plus quelque chose que je dirais qui existe dans le regard de l'autre. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais été handicapée par le fait que je sois une femme dans ces environnements-là. En fait, je suis habituée. Donc, je ne m'auto-censure pas. Parce que parfois, c'est le cas. Hein, les gens s'auto-censurent parce qu'ils sont très conscients de leurs différences. Non, beaucoup. Et surtout les femmes. Je dis toujours que les femmes dans notre pays sont victimes du syndrome de la modestie. C'est ça. Elles se disent que elles n'ont pas le droit à la parole, que si elles parlent de ce qu'elles ont réussi à créer et à accomplir, on les verra comme des gens qui aiment se mettre en avant, qui aiment se mettre en valeur, qui aiment se vanter. Alors que ça n'a rien à voir. Ça, c'est réel. Et on l'a, et pas juste les femmes africaines. Je pense que les femmes en général ont ce syndrome. Et tout le monde l'a un petit peu, même moi un petit peu dans certains cercles, mais je dirais que je l'ai beaucoup moins que la moyenne. Ce qui fait que dans des environnements où les gens ne m'attendent pas, n'attendent pas que je prenne la parole, pour moi, si je suis dans une réunion, c'est que j'ai mon mot à dire. Si on m'a invité à une réunion, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que j'aille. Et puis, c'est que ça veut dire que vous avez votre place. Exactement. Et du coup, je ne me censure pas à ce niveau-là. Je dirais plus, c'est le poids que les autres portent pour moi. Moi, je dis toujours, ce que tu penses de moi n'engage que toi. Exactement. Ça n'a rien à voir avec moi. Exactement. Mais évidemment, dans nos sociétés, ça peut créer des animosités parfois. Mais moi, mon conseil pour la femme carriériste guinéenne et africaine, c'est de ne pas se rendre petite à cause de l'autre. Si tu es naturellement humble et modeste, fine. C'est ta nature. C'est ta nature. Ça. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut pas prendre le fardeau de l'autre. C'est vraiment sa responsabilité. Donc, mais c'est plus facile de le dire que de le faire parce que, évidemment, c'est très difficile d'être. Après, on a aussi nos vies familiales à balancer, la famille, les enfants. Donc, c'est pas toujours évident. Mais il ne faut pas oublier nos ambitions parce que l'environnement n'est pas nécessairement prêt pour nous. Absolument, ouais. Quand vous pensez à la Guinée de demain, qu'est-ce qui vous donne le plus espoir aujourd'hui? La jeunesse de la Guinée. 79% de la population qui aurait moins de 35 ans. Absolument. Pour moi, évidemment, écoutez, c'est une richesse, mais c'est aussi un poids. Hein. Il faut transformer cette richesse en quelque chose, sinon c'est un risque en fait. Mais pour moi, avoir une population aussi jeune, c'est de grandes promesses pour l'avenir. À condition que nous donnions à cette jeunesse les moyens de contribuer au développement du pays. On a des exemples dans le monde de populations vieillissantes. On parle du Japon, de la Corée du Sud, de l'Italie. Et ça, c'est un poids pour l'État. C'est un poids non seulement pour ta planification future, mais aussi comment tu prends en charge ces gens-là. Nous n'avons pas ça. Et ce que je vois aujourd'hui, depuis ces 10 dernières années, c'est que la jeunesse guinéenne commence à avoir de l'espoir et à être très, très fière de la Guinée. Et à prendre part aux choses. Et pour moi, ça... c'est ça la grande promesse de la Guinée de demain. Mais évidemment, dans ce cadre-là, la Guinée d'aujourd'hui se doit de donner à la Guinée de demain les moyens de contribuer et d'être beaucoup plus détendue et épanouie. Voilà. Et donc, au-delà des fonctions, des titres, quelle empreinte souhaitez-vous laisser? Mon empreinte ne sera certainement pas mes fonctions ni mon titre, honnêtement. Ce sont des choses tellement éphémères que pour moi, c'est pas ça qui guide mes pas, je dirais. Pour moi, j'aimerais pouvoir, dans 15 ans, 20 ans, dire que j'ai contribué
à un changement de trajectoire dans un secteur particulier. Alors, j'ai pas l'ambition de changer toute la Guinée, même si j'aimerais. Au-delà des autres choses que je fais, en tant que personne, j'aimerais pouvoir dire dans 20 ans, j'aimerais pouvoir pointer sur des choses spécifiques qui existent encore, que j'ai pu influencer. Absolument. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer la parole aux auditeurs. Bonjour, je m'appelle Aïssa Toubari. J'appelle depuis Kobaya. J'aime bien votre émission et j'ai une question pour votre invité du jour. Vous avez réussi à l'international puis choisi de revenir servir la Guinée. Quel conseil donnerez-vous à un jeune Guinéen ou à une jeune Guinéenne de la diaspora qui souhaite contribuer au développement du pays, mais qui hésite de rentrer par peur de revenir trop tôt ou de ne pas trouver sa place? Donc, c'est la seule question que j'avais pour votre invité. C'est une question très pertinente et honnêtement, je n'ai pas nécessairement la réponse ultime. Pour moi, à cette diaspora-là, je dirais déjà, pensez à ce que vous pouvez amener au pays. Okay? C'est important de savoir ce que vous apportez au pays et comment le retour au pays s'imbrique dans votre aventure personnelle. Qui est différente. Hein. C'est pas parce que Maïmouna est rentrée en Guinée ou Fanta ou Mohamed qu'il faudrait que vous rentriez en Guinée. Peut-être que votre aventure personnelle a encore besoin de quelques années de plus. Ou peut-être que vous pouvez faire la différence là-bas. Mais si vous décidez de venir, après cette réflexion-là, c'est de sauter en fait. De venir, d'essayer et de garder en tête que ça ne sera pas ce que vous pensez. La Guinée est un pays en voie de développement. C'est chez nous, c'est bien, mais vous allez être dépaysé. Et il faut être prêt à cela. Il faut venir avec l'énergie nécessaire. Il ne s'agit pas de se localiser à tout prix, mais d'apporter notre sauce tout en comprenant les réalités locales qui sont ce qu'elles sont en ce moment. Voilà. Absolument. Très bien, nous allons continuer avec les questions des auditeurs. Moi, c'est Alia. Je vous suis depuis l'Ambagnie. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Beaucoup de jeunes souhaitent avoir de l'impact, mais ne sont pas dans les sphères de décision. Comment peut-on servir concrètement son pays sans occuper un poste de haut niveau? Ah ouais. Écoutez, la société est comme une pyramide, ok? Il y a moins de gens, plus on monte. Mais la pyramide, le bout de la pyramide a besoin de la base et a besoin du niveau intermédiaire. En fait, tout le monde à son niveau peut faire une différence. Et se dire que je ne peux faire une différence que quand je suis dans les sphères de haute décision, c'est repousser sa responsabilité à d'autres éléments. Moi, j'ai vu dans d'autres pays des jeunes qui organisent leur communauté dans des secteurs qui leur sont chers et qui ont un effet. Une société, c'est un tissu interconnecté. Donc, pour moi, la jeunesse doit faire de son mieux à son niveau, tout en tenant ses responsables, ceux qui sont justement à des postes de haut niveau, tout en les tenant responsables de mettre en place des politiques et des stratégies qui vont faciliter le travail communautaire que eux ils sont en train de faire, ou le travail individuel qu'ils sont en train de faire. Une société, c'est une communauté, c'est un secteur privé, ce sont des ONG, et oui, c'est l'État. Mais dans certains pays, l'État est minuscule. Donc, il faut vraiment que, évidemment, c'est à l'État aussi de mettre en place les politiques nécessaires pour que les autres secteurs grossissent et puissent jouer leur part. Mais pour moi, il ne s'agit pas de titre, il ne s'agit pas de poste. Il s'agit de, est-ce que par rapport à mes compétences aujourd'hui, je suis en train de faire tout ce que je peux faire à mon niveau et mobiliser les choses que je pourrais faire? Parce que je ne suis peut-être pas expert de finance, je ne suis peut-être pas expert de santé. Il s'agit... Et pour moi, notre société doit savoir mettre les bonnes personnes aux bonnes places pour faire la différence. Absolument. Voilà. Troisième et dernière question. Allô, bonjour Madame Diaka et bonjour à votre invité et bonjour aussi à vos auditeurs et téléspectateurs. Moi c'est Alpha Diallo, je vous appelle depuis Fula Madina.
J'aime beaucoup votre émission et je souhaiterais poser une question à l'invité. Madame, merci pour votre intervention et la question que j'ai pour vous est la suivante. Dans un quotidien aussi exigeant, comment faites-vous pour rester aligné, discipliné et efficace sans vous laisser submerger par la pression ou la complicité? Merci et bonne fin d'émission à vous. Ah, ça, même moi, je veux savoir ça. Ça. Je vais être honnête, Ouais. je me fais écraser parfois par la pression, la complexité et les charges de travail. Personne n'est surhomme en réalité. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour que ça ne soit pas tous les jours qu'on se fasse écraser par la pression. J'ai l'avantage aujourd'hui d'arriver avec une formation qui m'a appris à travailler très vite. Je travaille extrêmement vite parce que je priorise. C'est-à-dire, tous les jours, je regarde ce que j'ai à faire et je classe ces choses-là par ordre de priorité. Pour moi, en semaine, je travaille beaucoup, très tard, très tôt et très tard. Mais les week-ends, j'essaie d'avoir ces moments où tu peux décompresser. Et ces moments de récompense un petit peu personnels. Donc voilà, c'est un mix de choses qu'il faut faire. Mais personne n'est surhomme. Tout le monde a des moments où c'est peut-être difficile, c'est trop. Mais il s'agit de rebondir une fois que... Absolument. Voilà. Ouais, très bien, de très bons conseils. Si vous deviez décrire Maïmouna en 3 mots, quels sont les 3 mots que vous utiliserez? Waouh, faut que j'y pense un petit peu. Je dirais déterminé. Ça, c'est un mot qu'on utilise toujours pour me décrire. Je dirais, je ne connais pas le mot en français, je suis désolée, impact driven. Impact driven. Qui est poussé par l'impact, si on traduit littéralement. Voilà, on traduit littéralement. Exactement. Voilà, donc qui recherche réellement l'impact en général. Et j'adore voyager, donc je suis quelqu'un de très curieux. Je suis curieuse des cultures, je veux découvrir des choses, je vois de la richesse dans toutes les cultures, donc ça c'est quelque chose qui me définit. Et voilà, je pense que c'est ce que j'utiliserais. Plus grande leçon apprise? Ah, waouh. C'est une question très difficile. Il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises, mais je pense que vraiment se souvenir qu'on fait partie d'un tout, en fait, que nous n'avons pas à porter une charge tout seul. Il y a eu des moments dans ma vie où je prenais tout sur moi et c'était sur moi. Quand j'ai des problèmes ou des défis, je peux les relever toute seule, et je me suis rendu compte avec l'expérience qu'inviter les autres à nous aider, on va beau... Tu sais, ça, c'est des phrases qu'on entend tout le temps, on va plus loin avec plein de mots. Mais l'opérationnaliser, c'est pas toujours évident. Surtout quand tu es quelqu'un qui exige beaucoup de toi-même. Donc, tu te dis, je peux y aller, mais parfois, c'est beaucoup plus agréable de le faire avec d'autres personnes. Absolument. Donc, ça, c'est... I always find que le succès est toujours plus beau quand il est partagé. Absolument. Parce qu'après, sinon, tu te retrouves toute seule. C'est ça. It's very lonely. C'est ça, c'est ça. Et même l'échec est plus léger quand il est partagé. Exact, aussi. Absolument. On n'a qu'à tous pleurer. C'est ça, ensemble, c'est beaucoup vrai. plus facile. Donc, et donc, parlant de succès, quelle est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, oh wow. Je suis quand même assez fière d'avoir eu le cheminement que j'ai, qui était poussé par des convictions personnelles, de dépassement personnel, d'ambition, mais aussi d'impact. Ouais? Parce que pour moi, l'ambition vide ou pécuniaire, c'est pas vraiment ce qui me drive. Mais d'en arriver où je suis, parce que je suis aussi consciente que c'était pas nécessairement donné à tout le monde. J'ai eu certains privilèges dans ma vie, mais j'ai aussi travaillé très dur. Et d'arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui, d'être chez moi en Guinée et pouvoir faire une différence, mais une différence pas aveugle, parce que j'ai une expérience que j'apporte. Absolument. Ça, c'est vraiment un succès personnel, je dirais. Et ça n'a rien à voir avec les titres, ça n'a rien à voir avec la fonction. Absolument. C'est vraiment le rôle que je suis en train de jouer, en tout cas que j'espère jouer. Voilà. Et donc, un dernier mot, ma très chère Maïmouna, à tous nos téléspectateurs qui auront l'occasion
de découvrir l'élusive Maïmouna Diarabi. On entend ton nom, mais on ne te voit pas. Donc cette fois-ci, ils ont eu à te voir et à vivre tous ces moments avec toi. Un dernier mot? Non, merci déjà pour l'attention à ce podcast-là et j'espère que j'ai pu en inspirer un ou deux et si c'est le cas, voilà, genre, continuez à oser, à pousser. Écoute, notre pays est en construction, mais notre pays a besoin de nous tous, que ça soit diaspora ou les gens à Conakry ou dans le monde rural, dans les autres villes. Nous construisons ce pays ensemble. Donc, j'espère avoir pu en inspirer un ou deux à faire un peu plus dans le quotidien. Donc, et merci à toi de m'accueillir ici aujourd'hui. Très bien. Well, Maïmouna, merci. Thank you very much. Et je suis convaincue que cette émission va inspirer cette jeunesse. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est de vraiment mettre en avant des profils comme le vôtre afin que cette jeunesse ait des repères. Merci pour la parole et merci surtout pour cette manière profonde de rappeler que le développement n'est pas un slogan. Le développement, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une promesse qu'on répète, c'est un travail, c'est une responsabilité, c'est une discipline collective. Ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est qu'un pays ne se transforme pas seulement avec des idées brillantes ou de grandes annonces. Il se transforme quand des femmes et des hommes acceptent de mettre leur intelligence, leur exigence, leur méthode et leur sens du collectif au service d'une vision plus grande qu'eux-mêmes. Je retiens aussi qu'aimer son pays, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est accepter de l'affronter dans toute sa complexité. C'est choisir d'y contribuer, c'est refuser la facilité, c'est tenir dans la durée et c'est comprendre que la plus belle vision ne vaut rien si elle ne devienne pas une réalité dans la vie des gens. À vous qui nous écoutez, j'ai envie de dire ceci. La Guinée n'a pas seulement besoin de rêveurs, elle a besoin de bâtisseurs, de femmes et d'hommes capables de penser loin, mais aussi d'agir juste, capables d'allier ambition et rigueur, expérience et responsabilité. C'était On se dit tout. Je suis Diaka Camara. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oublions jamais ceci. Une nation se rêve par la vision, mais se construit par l'exécution. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel numéro. Bye bye.